moi je vais vous parler des mathématiques, ça a changé un petit peu. Donc moi j'étais instituteur, professeur des écoles, je suis maintenant à la retraite et je me consacre à l'écriture de manuels justement, dans le cadre du GRIP, parce que c'était un des objectifs qu'on s'était donné quand on a voulu essayer de réagir un petit peu à la dégradation de l'enseignement. On a donc commencé par essayer ce que je disais tout à l'heure, l'écriture de programmes, des programmes nationaux qui nous semblaient vraiment urgents. Et après, on s'est aperçu que pour que les gens puissent suivre ces programmes, il fallait leur donner des outils. Donc le premier outil qui nous est paru indispensable, c'était le manuel. Donc on a commencé à écrire des manuels. Alors, c'est toujours difficile, Cécile en parlait, je trouvais qu'elle disait qu'on enseigne de manière classique. On a toujours ce problème-là, donc je vais essayer de le régler pour commencer, parce que le mois dernier, j'étais interviewé par une journaliste de Sciences et Avenir sur l'enseignement des mathématiques. Et bon, elle a été très, très compréhensive, elle a très bien écouté ce que je lui ai dit, elle a très bien retraduit et résumé. Mais elle a mis comme titre à ce que je lui avais dit, revenir à la méthode enseignée avant les années 1960. C'est quelque part vrai, mais bon, faut quand même, ça nous oblige à chaque fois de réexpliquer que, en fait, ce qu'on fait, c'est pas rétrograde, non, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de freiner, de rétrograder, de regarder dans le rétroviseur, mais il s'agit vraiment de revenir à un point d'origine, vraiment une révolution, parce qu'il y a des points fondamentaux qui ont été oubliés. Alors après, est-ce que ça date avant 1960? C'est assez vague. On a entendu parler de la réforme du collège, on a entendu parler de différentes choses, mais c'est vrai que le mouvement de dégradation, il a des racines assez lointaines. Et c'est facile pour les mathématiques, parce qu'en mathématiques, il y a eu la grande rupture de la réforme des maths modernes de 1970, donc ça donne une date. 62. Ah, il n'est pas encore là. Maths moderne. 68, oui, maths moderne. Oui, 68. Oui, 62 en lycée. Oui, moi aussi. Oui, 68. Bon, on fixe 70, parce que c'est toutes les années 60. Alors, en fait, on essayait les deux fondateurs du CRIP, Michel Delors et Guy Morel, ont écrit un petit fascicule pour représenter le dictionnaire pédagogique de Ferdinand Buisson, donc un fondateur de l'instruction publique à la fin du XIXe siècle. Ils ont appelé ça la pédagogie oubliée. Et c'est vrai qu'on a vraiment redécouvert une pédagogie oubliée. Et bon, on parlait tout à l'heure de l'écriture, du manque de formation. Moi, j'ai connu exactement les mêmes problèmes, même si c'était avant l'IUFM, c'était la fin de l'école normale, mais c'était vraiment zéro aussi au niveau formation en écriture-lecture. Et qu'est-ce qu'on commence à lire quand on voit le dictionnaire pédagogique, puisque je me suis aussi un peu penché sur ce qui avait été fait. En lecture, par exemple, on ne dissocie pas la lecture de l'écriture. C'est quelque chose qui semble vraiment établi, c'est quelque chose qui a été complètement oublié. Alors en mathématiques, donc on est revenu, on a fait vraiment une révolution, un retour en arrière, parce que c'est pas l'écharpe du grand-père qu'on avait laissé sur l'aire d'autoroute, c'est la grand-mère carrément qu'on avait abandonnée. Mais il est urgent de faire demi-tour et de retourner voir ce qu'on a oublié. Et en mathématiques, il y a deux grands principes qui ont été oubliés. Bon, je simplifie, mais le premier principe, on a traduit ça dans le GRIP, le slogan, c'était l'apprentissage des 4 opérations de LCP. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut absolument commencer et travailler simultanément l'apprentissage de la numération, l'apprentissage du nombre, et celui de la relation entre les nombres, celui des opérations. C'est quelque chose qui semble assez fondamental, enfin, qu'il l'était du moins à la fin du XIXe siècle, parce qu'on voit littéralement dans le dictionnaire pédagogique, il est écrit il faut arrêter avec l'antique usage, à l'époque c'était l'usage antique, de séparer les opérations. En fait, quand on va aborder le nombre, 4 par exemple, on va aborder le nombre l'un après l'autre, et quand on arrive au 4, on voit toutes ces relations, on voit que c'est 3 plus 1, on voit que c'est 2 plus 2, on voit aussi quand on fait 4 moins 1, on a 3, quand on fait 4 moins 2, on a 2, on voit que 4 c'est 2 fois 2, et on introduit du vocabulaire, c'est le double de 2, le quart de 4 c'est 1. Donc il y a tout un vocabulaire qui est installé au niveau des opérations et qui
qui après est écrit. Donc d'abord c'est à l'oral. Enfin, avant l'oral, on a d'abord les manipulations. On présente aux enfants 4 objets. On présente des bâtonnets qui représentent 4. Ces bâtonnets, on va les présenter sous forme de bûchettes, on va les présenter sous différentes positions. On va les mettre en carré, on va faire des croix, on va beaucoup manipuler. Et c'était ça aussi, donc l'autre principe, le deuxième grand principe du calcul intuitif, qui était donc de partir du concret, de la manipulation et du concret. Donc, lier l'apprentissage des nombres à celui des opérations, mais également partir du concret. Alors, bon, ça c'est une conception de l'enseignement qui date de très loin, ça date d'Aristote, saint Thomas d'Aquin. On dit que tout ce qui rentre dans l'intellect doit d'abord passer par les sens. Et les sens, c'est d'abord les objets, mais ça va être aussi le travail sur les mesures de grandeur. Et ça, c'est un travail aussi qu'on essaie de retrouver et de reprendre. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va présenter aux enfants, on va leur montrer ce que c'est qu'un litre, et après on leur montrera ce que c'est qu'un demi-litre, tout c'est 1 kilogramme, 1 mètre, et toute cette approche liée aux mesures, au système métrique des mesures de grandeur, va permettre après d'arriver très vite d'approcher les fractions, le demi-litre, les nombres décimaux, 0,50, 0,5 litres, et toute cette approche concrète sur les mesures de grandeur va être un outil précieux et va lui permettre d'avoir des très tôt ce qui était reporté au calendrier grec dans l'enseignement actuel, c'est-à-dire la division, les fractions, les nombres décimaux, où il n'y a pas vraiment d'apprentissage structuré et progressif là-dessus. Donc c'est vraiment 2 points très importants pour nous, l'apprentissage simultané des opérations et de la numération, et l'utilisation des mesures de grandeur, des mesures concrètes. Et en plus, donc tout ça, ça a donc été balayé par la réforme des mathématiques modernes. On a même supprimé, on avait même l'interdiction, quand on a commencé à enseigner, d'utiliser noter les unités dans les opérations. On n'avait pas le droit d'écrire, par exemple, 2 mètres plus 3 mètres égale 5 mètres. Non, il fallait uniquement l'abstrait 2 et 3, alors qu'en fait, on s'est aperçu, les profs du secondaire nous l'ont dit après, qu'en fait, c'était sous ce travail avec les unités, c'était le début de l'algèbre. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire 2 mètres plus 3 mètres égale 5 mètres, et qu'on écrivait 2 mètres multiplié par 3 mètres égale 6 mètres carrés. Donc, on avait déjà une approche du travail algébrique. Alors, pourquoi est-ce que ça a été oublié? En fait, ça a été oublié, c'était abandonné, et quand on en parle maintenant, c'est caricaturé. Bon, quand on parle de l'école autrefois, on parle des blouses grises, on parle des coups de règle sur les doigts, de la craie, du tacle noir, mais on ne parle pas de ces principes fondamentaux. Alors donc, la cassure en mathématiques, elle est nette. En français et dans d'autres matières, il y a eu plusieurs couches superposées, mais en mathématiques, ça a été net, c'était l'introduction des maths modernes. Donc, l'introduction des maths modernes, ça n'a pas été fait pour le plaisir. Il y avait une raison. La raison qui a été évoquée là-dessus, c'était l'adaptation au développement technologique dans les années 60. Alors c'est vrai quand on lit les instructions de 1945, il est écrit textuellement que les mesures de grandeur, donc on les utilise à l'école parce que l'élève est trouvé à l'univers familier. Et l'univers familier, donc avec les unités de mesure. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu entre-temps avec le recul du monde rural, du monde artisanal et du monde du commerce aussi, puisqu'on ne baisse plus avec les balances verbales. Hein. Quand on travaillait avec la balance verbale à l'école, les enfants voyaient bien ce que c'était, parce qu'il y en avait quand ils allaient au marché, c'était quelque chose de régulier. Et donc ça a commencé déjà à être un peu moins utilisé. Et puis il y avait la révolution technologique, il y avait les Russes qui envoyaient les premiers Sputnik dans l'espace, donc on pensait qu'il fallait booster l'éducation scientifique en amenant les dernières recherches universitaires, parce que le droit d'enseignement de la physique et les droits des mathématiques, il y a eu des avancées énormes. Donc comme on a voulu introduire la linguistique en français, on a introduit
on a essayé d'introduire très tôt les maths modernes, c'était la théorie des ensembles et d'autres choses qui étaient très, très abstraites. Alors, pour introduire ça, on a utilisé une science qui s'est développée, qui s'appelait la didactique, et on a substitué à l'idée de la progression, on partait d'éléments et on allait progressivement, on a utilisé davantage ce qu'on appelait la transposition didactique, c'est-à-dire qu'on transformait des choses, des savoirs savants en savoirs enseignables. Donc, on ne parlait plus... à l'école, on parle plus d'arithmétique, on parle de la mathématique, on parle de l'abstraction. De même qu'après, on a voulu faire rentrer, on ne parlait plus des leçons de choses, on a parlé de la biologie. Enfin, c'est comme ça qu'on est même venu aussi à faire plus récemment la maternelle, la philosophie à l'école maternelle. On essaie vraiment de transposer les connaissances universitaires aux petites classes. Alors évidemment, comme c'était une plongée dans l'abstrait qui était terrible, il y a eu une faille qui s'est créée, qui est devenue redondante maintenant, ce qui fait redonner du sens à l'enseignement. Puisqu'on était privé du concret, il fallait donner du sens à l'enseignement. Alors il y a eu toute une série de réactions en chaîne. La première, pour donner du sens à l'enseignement, c'est qu'on a ouvert l'école sur le monde, c'était l'ouverture sur le monde. Mais bon, on a aussi ouvert sur tout et sur n'importe quoi. Bon, au début, c'était la sécurité routière, mais après, ouvrir l'école sur le monde, on a surtout ouvert l'école au marché, donc c'était tous les lobbies qui sont rentrés, il y a eu l'agroalimentaire, il y a eu l'industrie nucléaire, l'industrie pharmaceutique, l'informatique, le tourisme, l'industrie du loisir, donc on a ouvert la porte en grand à toutes sortes de choses qu'il y avait à faire à l'école. Et puis, la deuxième chose, pour redonner du sens à l'enseignement, parce qu'on estimait que la matière enseignée n'avait plus assez de sens en elle-même, eh bien, il y a eu la baguette magique de l'autoconstruction du savoir, donc en 89, pour contrebalancer l'effet. Donc, on apprenait donc les méthodes actives qui étaient effectivement très efficaces, les méthodes Freinet et autres, mais les méthodes actives se basaient sur des choses concrètes au départ, sur la manipulation, et donc à partir du moment où on a coupé cette racine du concret, les méthodes actives, on a surtout retenu l'aspect autoconstruction du savoir. Donc c'était le constructivisme, c'était après le socio-constructivisme, c'est-à-dire que c'était le groupe d'élèves qui formait le savoir, donc le maître a été un petit peu mis de côté, et c'est devenu la tyrannie du groupe enfantin qui s'est substituée à l'autorité naturelle de l'adulte. Donc après toute cette ouverture, c'était aussi le vivre ensemble, donc qui a fourni un alibi moral au divertissement dans l'école, donc il y a eu le hip-hop, le cinéma, les arts du cirque, et puis l'élève va pouvoir enfin apprendre à analyser la presse, trier les poubelles, réinventer l'égalité des sexes. C'était la grosse. Mais comme ça faisait beaucoup, donc pour compliquer encore, si je peux, il y a eu les deux remèdes du Alphabus de l'éducation nationale, qui étaient la saignée et la purge. Donc la saignée, la purge plutôt déjà, c'était la purge des contenus. Donc, puisqu'on a fait rentrer beaucoup de choses, évidemment ce qu'on a purgé en premier, c'était pas le hip-hop, ce qu'on a purgé en premier, c'était la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, c'était les fondamentaux qui étaient purgés en premier. Et puis après la saignée, c'était qu'on a étalé dans le temps tous les enseignements. C'est notable pour les 4 opérations, donc puisqu'il y avait trop de choses, on a dit on va déjà pas refaire que l'addition, pas que la soustraction. Donc tout s'est trouvé étalé dans le temps, et si bien que tous ces enseignements qui prenaient de la cohérence en étant enseignés en synergie et regroupés, et ils ont complètement perdu leur sens. Il y a encore une perte de sens là aussi, parce qu'ils étaient disparates, donc il y avait des programmes en gruyère, plus de cohérence, déstabilisation des enseignements qui n'étaient plus simultanés, des élèves qui s'ennuyaient aussi parce qu'ils n'étaient pas assez nourris, et donc, puisqu'ils s'ennuyaient, il fallait leur donner du ludique, donc
fait, on a eu une couche de purge, une couche de saignée, une couche de saignée, et puis on a remis ça à chaque fois. Donc, toutes les réformes, on retrouve un petit peu ces... Et puis, tout ça, c'était aussi basé avec l'idée de la prolongation de la scolarité, donc, qui marche encore. C'est-à-dire, on parlait des années 70, dans les années 70, il y avait les Shadocks, et les Shadocks disaient ce n'est qu'en essayant continuellement qu'on finit par réussir. Donc, autrement dit, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Et l'éducation nationale a fonctionné comme ça pendant 50 ans. Alors, j'ai eu, dans le cadre des activités du GRIP, j'ai eu l'occasion, l'honneur de rencontrer un ministre de l'Éducation nationale la phrase que j'ai retenue et qui me semblait vraiment très, très révélatrice par rapport à ça, puisqu'on parlait de revenir en arrière, mais lui il me dit, mais on ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'on parlait justement d'informatique, donc on était avec le président du GRIP, Jean-Pierre Demailly, qui est un mathématicien éminent, et qui, en informatique, c'est quand même quelqu'un qui est une pointure, quoi. Et donc Jean-Pierre Demailly disait, c'était Darcos pour ne pas le nommer, il disait, mais vous savez, l'informatique à l'école, non, pour le point de vue des mathématiques, ça ne sortira absolument rien. Ce qu'il faut, c'est réintroduire le dessin, le travail manuel, le dessin, la géométrie, c'est comme ça. Et Darcos, sur plusieurs thèmes, il a dit ça. Mais vous comprenez, on ne peut pas revenir en arrière. Bon, c'était pareil pour l'apprentissage des langues, qui reconnaissait que c'était inutile. Il avait introduit aussi l'histoire de l'art, il avait introduit... Et à chaque fois, vous comprenez, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas revenir en arrière? Je pense qu'il y a un mythe du progrès qui est toujours dans l'éducation nationale, donc c'est quelque chose qui a peut-être commencé dès le début avec Condorcet, donc qui était à l'époque, qui pouvait se comprendre, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que le progrès technique allait engendrer inévitablement le progrès humain, le progrès de l'homme, et aussi inévitablement le progrès de la société. Donc si tout ça devait venir ensemble de manière naturelle, on s'est aperçu avec le monde industriel, ça ne marchait pas toujours si bien que ça, mais pour l'école, il fallait que ça progresse tout le temps. Il fallait toujours qu'il y ait un progrès pédagogique. On ne pouvait pas revenir à des principes de fin du 19e, ce n'était pas possible. Il fallait que la pédagogie progresse. Et pour qu'elle progresse, parce que la pédagogie, elle emmène vers l'homme nouveau. Donc actuellement, on voit deux types d'hommes nouveaux. Il y a le côté, il y a l'homme nouveau technologique, c'est le cyborg, l'homme augmenté. Alors j'ai pensé tout à l'heure à l'homme augmenté quand on parlait du petit garçon là, qui voulait apprendre à écrire, à qui on proposait un ordinateur. On s'aperçoit que l'homme augmenté, en fait, c'est l'homme invalide, c'est la prothèse qui est augmentée, mais c'est pas l'homme est invalidé. Et donc, ça c'est une impasse. J'avais justement trouvé quelque chose de très bien dans le livre, quand vous disiez qu'est-ce qu'on pouvait, comment on pouvait approcher le numérique à l'école. Il était écrit que la première chose à apprendre, c'était de s'en passer. Effectivement, ça c'est l'homme augmenté, quand il saura, il faut lui apprendre déjà à se passer des prothèses, et après il pourra effectivement se servir